Le continent africain comptera bientôt 1 milliard d'individus. Face à la croissance rapide des villes africaines, les États n'arrivent pas à produire suffisamment de logements. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, malgré de nombreux plans d'urbanisation moderne, cherchant surtout à élargir une cité tournée vers les affaires, développant les classes moyennes et supérieures, l'État reste dans l'incapacité de loger toute sa population et les familles les plus précaires vont vivre en périphérie de la ville, dans des quartiers dits spontanés. Ces quartiers, souvent invisibles dans les documents d'urbanisme, sont appelés les non-lotis. Bordant le plus souvent directement les limites de la ville, les zones non-loties sont les zones de l'entre-deux. Entre-deux social, entre-deux spatial, entre-deux juridique. À mi-chemin entre le rural et l'urbain, entre le formel et l'informel. La gestion foncière se trouve au croisement entre les lois urbaines et la gestion coutumière. Conséquence du flou juridique qui existe autour des villes et la difficulté qu'ont les autorités à produire assez de logements pour l'ensemble des familles qui recherchent un toit. Au Burkina, l'âge médian est de 17 ans. La démographie particulièrement forte, le besoin toujours de plus de logements impose une pression constante sur l'aménagement du territoire. À l'ouest de Ouagadougou, nous empruntons une voie fréquentée pour nous rapprocher de la localité de Boissa. Ancienne zone exclusivement rurale, le commerce et l'artisanat s'est également développé progressivement le long de la route. Par une sorte de cercle vertueux, la multiplication des commerces et des ateliers a progressivement sédentarisé une population grandissante. À l'instar de la quasi-totalité des quartiers périphériques de la capitale, les non-lotis se sont progressivement installés sur des zones anciennement cultivées. Ici comme ailleurs, les difficultés sont nombreuses pour une population vulnérable et livrée à elle-même. Les constructions sont désorganisées, voies étroites et peu accessibles, absence de réseau d'eau potable et d'électricité, absence de système d'évacuation des déchets, absence de réseau d'évacuation des eaux des pluies. Les familles sont particulièrement fragiles face aux spéculations foncières, l'insécurité en tout genre et le quotidien des riverains. Les gens viennent, ils s'achètent les terrains, venir s'installer. Ils peuvent vous signaler comme ils peuvent ne pas vous signaler. C'est pas tout le monde qui vous présente. Il y a d'autres qui ne s'entendent pas avec leurs voisins. Si un enfant sort, il trouve un autre enfant. Ils peuvent jouer ensemble, mais les adultes, c'est pas comme ça. Ils ne savent pas comment, entre vos familles ici, là, comment vous vivez. Il y a d'autres qui sont venus de côte à côte ici, du village voisin, 100 €. Là-bas, c'est aménagé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu là-bas. Tout le monde ne peut pas avoir, puisque toute la zone a été notée par des gens. Il y a beaucoup de voitures qui passent ici, des motos à pied. Je ne sais pas là où tu dors. Et c'est que c'est pas en dehors de Boissa en tout cas. Et dors ici, avec moi. Si ça te va, ça va avec moi aussi. C'est devenu Ouagadougou. Dans nos zones ici, il y a un peu d'élevage. Les gens font ça dans leur cours. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser tout parce qu'ils n'ont pas d'autres choses à faire. En tout cas, on a des problèmes d'eau dans la zone. Je peux dire que ce n'est pas dans la zone. Nous, on le dit seulement que s'il n'y a pas l'eau, ça chauffe, c'est partout. Vous voyez que dans la zone, il n'y a pas de voies. L'ambulance ne peut pas rentrer jusqu'au profondément. Le temps de pleuvoir, en tout cas, il y a beaucoup de maisons qui tombent. Vous voyez que les gens n'ont pas les moyens pour construire des bonnes maisons. Je peux dire qu'en tout cas, on a des 1000 problèmes dans la zone non lotée. Vous voyez que s'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants, en tout cas, pour les nourrir, c'est compliqué. Pour avoir l'école, vous allez avoir que beaucoup ont amené leurs enfants à quelque part là où il y a l'école de l'État. Je ne connais pas une école ici qui est publique ici. Tout est privé. Mais il y a des élèves souvent qui ne peuvent même pas aller parce qu'on peut payer les premières portions, mais on ne peut pas payer le deuxième. Surtout le moment des examens. Et puis d'un coup, on dit qu'il n'a qu'à amener 10 000 qui restent là. C'est-à-dire on chasse ton enfant, il revient, c'est le bon moment, mais bon, tu n'as pas le choix. Le business devenait quelque chose de priorité. Souvent même on frappe les élèves, des parties à amener l'argent. Le problème de santé dans nos lotis est très mauvais. Si tu es malade, pour même l'amener à l'hôpital, tu as des problèmes.
Même pour l'amener en moto, il n'y a pas de bonne voie. Deuxième aspect, on n'arrive pas à avoir de l'eau potable. Ça aussi, ça peut nous amener des maladies. Ça nous amène des maladies d'ailleurs. Il y a aussi des endroits où la propriété n'est pas. Ignorance, ok, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien de sanitation, rien, zéro. Bon, tu ne peux pas aussi empêcher ton voisin, il est chez lui, tu es chez toi. Tout le monde veut toujours faire ce qu'il veut. Mais c'est plus dégueulasse dans de non-lotis parce qu'à cause de compréhension, un peu égoïsme, souvent qui mélange arrogance et toutes ces choses-là sont là. Ce qui nous dérange aussi, on peut quitter le matin comme cela, partir au travail. Les soirs, là, je suis arrivé à un mur là-bas. Je voulais même le coin, quoi. Ils ont construit ça comme cela sans me signaler. Il n'y a pas de communication même entre nous. Tu vas venir construire et puis après, dans 4 mois, 5 mois comme ça, ils vont venir vendre route là. Bon, et puis après, tu ne sais pas là où tu vas passer, quoi. Tout le monde met les portes où ils veulent, les douches où ils veulent. Toutes ces choses-là, ça dérange. L'eau la sort, les enfants sont dans les lots. C'est lui qui est venu payer nouvellement. Si tu allais dire qu'il n'a qu'à reculer un peu, ça va être par là ou quoi. Moi, je n'ose pas dire. Parce que si je vais dire, on va dire que parce que je suis riche, c'est ce genre de spéculation qui est là, qui n'a rien à faire avec ce qui est réalité. Chacun a quitté où il a quitté avec ses idées. On peut même te frapper. Donc maintenant, comment il faut s'entendre? Il y a tant de choses, tu ne sais même pas où commencer et où finir. Quelqu'un va payer son terrain, il n'est pas prêt pour venir. Mais où il faut creuser le WC, il va creuser. Il ne ferme pas. Il y a des moments quand il pleut. Quelqu'un qui vient d'arriver, il ne sait même pas qu'ici, là, c'est un trou. Il arrive, il se plonge dedans. Comment être honnête, comment être responsable, comment prendre les choses qui ont un avenir. Au départ, le terrain n'était pas cher comme ça. Jour au lendemain, les choses changent. Ici, au non-loti, c'est comme ça que c'est fait. Et il y a coxeur, il y a propriétaire des terrains, et il y a aussi même les gens qui ont payé. Après, ils veulent vendre. Couper pour revendre avec les gens. Donc, il y a ce business qui est là avec les autochtones. Il peut maintenant avoir ça 3 fois, 4 fois comme ça. Si les gens payent les terrains n'importe comment, ils construisent où ils veulent, où l'eau va passer, où la route va être. Donc, souvent, il faut que des exemples aussi, et pas seulement parler, accuser les gens, mais il faut être ces exemples aux gens pour que les gens voient. Et pour que les gens voient, et pour leur venir en aide, l'association YAM Solidarité, soutenue par la Fondation Abbé Pierre, en partenariat avec l'association Cratère, a mis en place un projet pour accompagner les populations les plus défavorisées. Oh oui, en tant que juriste au sein de l'association, c'est important parce que bon, je me dis que l'être humain est au-dessus de tout. Voilà, il faut primer l'être humain. L'association YAM Solidarité, donc c'est une association constituée essentiellement d'architectes, d'urbanistes, de sociologues, donc une équipe pluridisciplinaire. Donc l'association essaie de travailler en majorité dans les quartiers pour le plus grand nombre. Et puis c'est la pensée de la Fondation Abbé Pierre, donc aller auprès des populations pour essayer de construire avec ces populations. Bon, je peux dire que Cratère travaille avec YAM depuis 2010. Et la première action, c'était après des grosses pluies qui ont inondé et fait des dégâts dans des maisons en terre. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble pour construire des habitats aux plus démunis. L'approche du projet, c'est de prendre en compte quelques sujets de l'urbanisme, mais de façon très compréhensible pour qu'ils soient moins vulnérables. Depuis notre création, l'association a pu réaliser beaucoup de projets au Mali, au Burkina, dans le désert, donc à Dori, dans les petites provinces Fadangoma, dans la capitale à Ouagadougou, où à chaque fois nous essayons de nous poser la question de comment vivent les gens dans les quartiers périphériques. C'est au Mali que j'ai entendu parler d'YAM Solidarité, et notamment la participation des habitants. Jusqu'à où tu peux participer et comment participer avec beaucoup de gens. Le premier, c'est de faire la cartographie. Mais ça nous intéresse de bien délimiter ce qui est public et ce qui est privé. Il y a aussi le travail avec les matériaux locaux. En travaillant avec la terre depuis 38 ans maintenant, Cratère s'est rendu compte que les gens, ils savent faire déjà. Ça dépend. À quelle terre tu as, et quelles conditions climatologiques, quels aléas naturels tu as, etc. Donc on a vu que chaque endroit, il sait mieux faire que personne. Et on a appris de chaque endroit et on partage les idées, les conclusions et les principes
basique de cette façon de construire. Une autre chose qu'on s'est rendu compte à Cratère, c'est qu'il faut faire avec les gens. C'est à notre ressource. On a les ressources naturelles et on a les ressources humaines ou culturelles. C'est l'intelligence. Mais c'est aussi que les gens, en faisant ensemble, il n'y a pas une tête qui peut faire mieux qu'un ensemble de têtes, si c'est s'organiser. Au-delà de ça, il y a aussi tout un travail qui se fait avec les femmes. On travaille beaucoup avec tout ce qui est activité génératrice de ces femmes. Donc, ils vont soit travailler sur la question de l'accès à l'eau, on les mobilise aussi sur les tontines, les collectes de fonds, pour les permettre elles-mêmes de pouvoir finalement investir dans les logements. En parallèle, on lance aussi des activités de construction qui vont démarrer prochainement. Donc les productions de matériaux ont commencé. Donc pour construire en terre bien, c'est beaucoup plus simple en fait qu'avec le béton. Elle peut être dure comme un rocher, si elle est à l'écart de l'eau. Donc des bottes et des chapeaux. Bon botte, bon chapeau, ta maison, elle peut durer longtemps. Et si on peut mutualiser avec les voisins, donc des murs mitoyens, un ensemble de 4 parcelles, peut économiser beaucoup. Ce que les populations attendent, c'est pas de venir raser et reprendre à zéro, mais c'est de considérer les biens, ce qu'ils ont investi dedans, et peut-être les accompagner pour mieux faire. Pour le moment, nous avons essayé de mobiliser les acteurs comme le ministère de l'Habitat. Donc, nous avons des grands bailleurs comme l'UEMOA. Donc, l'étape qui va être la plus importante maintenant, c'est qu'il faut que les élus viennent avec nous et que les élus acceptent la carte communautaire dessinée par les habitants sur laquelle il faudra que la commune s'appuie. Et c'est dans ce cadre que nous avons commencé à expérimenter un projet pilote dans la commune de Boissa au Burkina Faso. Projet pilote qui est en train d'être mutualisé dans la ville de Koudougou. Des problèmes existent dans tous les pays membres de l'espace Yomo. La disponibilité de l'information foncière, l'immatriculation foncière, comment accéder au titre de propriété. On voit partout de l'habitat précaire qui se développe dans les zones périphériques urbaines. Donc la question de l'habitat est primordiale parce qu'elle est liée même à la qualité de vie de l'être humain. C'est vrai qu'en Afrique aujourd'hui, la démographie est en train de prendre une ampleur, mais je pense qu'une bonne organisation spatiale peut régler cette question démographique. Si aujourd'hui on arrive à régler la question de l'exode rural, la personne trouve de l'emploi, la personne a un habitat, la personne a les services sociaux de base qu'il faut, l'éducation, la santé. Mais la personne ne veut pas venir en ville pour chercher quoi. Nous avons comme credo de ne jamais décider à la place des populations. La meilleure étude est celle qui est faite par les populations elles-mêmes. Les besoins exprimés par les populations elles-mêmes. Et les réponses sont d'abord locales. On ne peut pas faire le développement à leur place. Je pense qu'un promoteur privé qui veut perpétuer son activité a le devoir de consulter le bénéficiaire de son projet. Même si c'est un projet qui a d'abord un caractère économique, je pense que si le projet ne répond pas aux attentes des populations, ce projet est voué à ne pas être durable. En tout cas, il y a lieu qu'il y ait un dialogue franc, un dialogue organisé entre toutes les parties prenantes, entre les promoteurs privés, entre les ministères en charge de l'urbanisme et de l'habitat, avec les collectivités territoriales et, in fine, avec les populations. Et il y aura une adhésion à ces projets-là. C'est des projets communs, c'est des projets de développement, on doit pouvoir les construire ensemble. Et pour construire ensemble, il faut se rassembler. Aujourd'hui, YAM Solidarité organise un atelier Habitat. Après que le large regroupement des hommes se soit dissipé au siège de l'association, c'est au tour des femmes de se réunir et d'agencer l'habitat le mieux adapté à leurs besoins. Donc, l'objectif, c'est de questionner ce qu'est l'habitat abordable pour des populations qui sont en quête de logement, de comprendre l'environnement dans lequel ces populations vivent, arriver aussi à relever des blocages qui pourraient donc exister. On a le séjour, salon, dans lequel on mange, on dort, on cause, on se repose. Et puis il y a la chambre où là on fait que dormir. Quelle est la première pièce dans laquelle on va rentrer? Le salon, c'est ce symbole-là. Le salon, on le met là?
les petits papiers, ça va représenter les pièces, les espaces. Et ça va représenter les portes. Proposer donc un modèle de logement qui soit économique. Est-ce qu'à côté de la chambre, c'est bien? C'est ok de cuisiner à côté de la chambre? Alors peut-être qu'on peut inverser, non? Peut-être qu'on peut mettre la chambre là. Mais s'il y en a qui veulent encore ajouter des choses par rapport à ça, ou faire des commentaires, c'est bienvenu aussi. Hein. Si vous voulez encore discuter, si vous voulez donner votre avis. De ces deux ateliers, c'était intéressant parce que des propositions sont sorties et nous allons continuer donc ce travail avec l'aide des architectes. Les hommes ont tendance à s'installer avant l'aménagement. Les gens se retrouvent dans des petits espaces, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'assainissement et ils sont livrés à eux-mêmes. Nous, ce que nous préconisons, c'est à travers nos élus locaux, de faire élaborer beaucoup de documents d'urbanisme et les opérations d'urbanisme sont au nombre de 5. Il y a le lotissement, la restructuration, la rénovation urbaine, le remembrement urbain et la restauration immobilière. Et ces 5 opérations, normalement, on doit pouvoir les mener. Quand nous faisons nos aménagements présentement, il n'y a pas de zone de vie, il n'y a pas d'équipement communautaire qui regroupe la population. Il faut non seulement dégager des parcelles, il faut aussi l'ouverture des voies, l'assainissement et il faut l'électrification et l'adduction en eau potable. Voici donc ce que nous appelons lotissement. Mais tout ce que nous voyons actuellement, moi j'appellerais ça des morcellements de terrain. Voilà. Donc il faut que les acteurs aillent vraiment dans le sens de lotir. Il n'est pas encore tard parce que ces zones dites non loties peuvent encore être rattrapées. Moi, ce que j'ai vraiment comme conseil pour tous les acteurs d'ailleurs, c'est de oser affronter les autres opérations d'urbanisme. Si les 2,50 m là sont respectés, quand même ça va, on peut circuler un peu. Voilà, c'est déjà quelque chose. Mais au fur et à mesure, le voisinage qui est derrière là, eux, ils veulent plus d'espace. Donc on grignote et à la fin, il n'y a plus rien. L'objectif de cet ensemble d'ateliers, c'est de rappeler et remotiver les habitants autour de projets communs, travailler avec eux sur ce qu'on a appelé un plan inondation. Ici, là, ça devenu plat. Il y a comme un grand barrage. Il y a beaucoup d'eau là. Parce que tout l'eau là vient, ça arrive ici, là, ça diverse seulement. La mise en place d'actions concrètes que les habitants peuvent faire par eux-mêmes. Ça, c'est pas route. C'est pas route. La personne là en train de vendre à l'heure actuelle. L'objectif, c'est surtout qu'ils discutent entre eux des problèmes auxquels ils font face et qui, par la discussion, ils se rendent compte ils se rappellent, parce qu'en réalité, il existait déjà des associations, mais qui peuvent ensemble agir sur leur environnement. L'idée, c'est qu'au prochain atelier, on va travailler sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire, ce qui est efficace, ce qui est moins efficace. Et donc d'essayer de travailler sur les choses qui sont les plus efficaces et les plus faciles à faire dans un premier temps. Et ensuite de prévoir un plan d'action avec eux. On partirait par là, par la voie là, et puis on se retrouve là où on a commencé et on refait ce morceau de voirie pour noter les choses. Avant là, moi je passais par ici avec la voiture même pour rentrer. Voilà, mais maintenant la route là est gâtée. Les gens ont occupé la voie. Sinon c'est pas gâté, la voie là est toujours là, non? Nous, on va voir les femmes là, si on le voit seulement, on peut gagner son numéro. On dit que c'est du travail de quartier. Qu'est-ce que tout le monde peut faire? Pour aller rejoindre là où on a quitté là. Oui, on voulait me vendre ici quand je voulais payer par celle là. Ici, j'ai dit non, mais je ne veux pas. Mais parce que quand tu vois comme ça là, c'est poteau et fil électrique va passer. On discute de ça la semaine prochaine. On se retrouve tous entre nous. Puis le troisième atelier, du coup, c'est un atelier qui doit être organisé par les habitants. On est là un peu pour les aider. Et cet atelier-là, c'est vraiment un atelier pratique qui peut durer des mois pour faire des actions concrètes sur la voirie. Là, il y a des associations qui avaient existé pour représenter les habitants. Donc certains disent on devrait retrouver ces associations, remotiver les gens parce que ces associations peuvent discuter avec les personnes qui respectent pas les largeurs de voirie, par exemple, peuvent aller discuter avec les propriétaires terriens, avec la mairie. Pour essayer de mettre un petit peu d'ordre ou en tout cas d'attirer l'attention sur le fait que c'est important de penser à la collectivité quand on s'installe et pas uniquement à sa parcelle à soi. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti aujourd'hui, c'est que les gens pensent aux limites de leur parcelle et pas beaucoup à l'importance de respecter l'espace public. Parallèlement à ces ateliers, YAM accompagne et forme des ouvriers et des familles à la construction d'habitats solidaires.
Je travaille avec le projet là, ça va arriver, c'est à peu près 2010 comme ça. C'est un projet qui me plaît. Ils sont sincères, ils sont simples, ils payent les hommes. Il n'y a pas parlé avec les ouvriers ni rien. C'est pour cela que je suis là à travailler avec eux. On construit des bâtiments pour les villageois. Bon, j'en fais beaucoup de contributions à Dori, à Fada, à Kaya, à Ouara Centre-Vici, Pinsi, un peu tout partout. Les petites difficultés techniques, le sable, les cailloux sauvages, la terre rouge. Bon, souvent les agrégats, il n'y a pas de bonne qualité dedans, mais avec tout ça, si tu envoies les trucs que c'est pas bon, on renvoie et puis on fait venir de la bonne chose. YAM Solidarité aide beaucoup des choses parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin, mais ils n'ont pas les moyens. La loi 57 portant promotion immobilière au Burkina Faso, qui était de faire en sorte que les bénéficiaires de logements sociaux soient satisfaits. Et malheureusement, c'est le constat contraire qu'on a remarqué. Et ces logements s'avèrent mal construits, ou du moins non satisfaisants. Et le bénéficiaire en question, il a un crédit en banque, d'où la réflexion, comment faire pour que ces citoyens qui souffrent tant, alors que l'État voulait l'aider, comment faire pour qu'ils soient réellement satisfaits? Et c'est là que je me suis demandé, si au lieu de remettre ces terrains à des promoteurs qui vont venir construire, pourquoi ne pas regrouper ces citoyens et leur donner les terrains pour qu'eux-mêmes ils trouvent le mécanisme pour construire leur propre logement? Et c'est là que je suis tombé sur l'idée de la coopérative. Une organisation autonome de citoyens que moi je qualifie d'extraordinaires, parce que ces citoyens-là ne se demandent plus ce que l'État va faire pour eux, mais ils se demandent plutôt qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accompagner l'État. Le système du capital est constitué par le système de l'actionnariat populaire. Chaque membre en venant apporte sa contribution pour la construction du capital social. En tout, ça fait 140 logements réalisés par la coopérative burkinabé de l'habitat. Ce sont des logements de type F3, 2 chambres, salon, douche, WC avec cuisine interne. Et le coût, c'est 7 500 000. 7 500 000, quand on multiplie par 140, ça fait 1 milliard et quelques, qui a été mobilisé par des Burkinabés de salaires vraiment modestes, mais c'est les individus qui sont extraordinaires. Et actuellement, on a des conventions de partenariat avec 3 villages. Ils nous ont remis leur domaine pour qu'on puisse aménager pour eux et prendre une partie pour la construction des logements de la coopérative. Pour les différentes zones d'habitat spontané, il n'y a pas un développement durable sans une participation sociale équitable. Ce n'est même pas intéressant que des gens s'asseyent dans leur coin et vous venez, vous faites tout pour eux. Ils ne verront pas l'importance de la chose. Donc, je pense bien que dans les zones non loties, avec la participation de ceux qui sont là-bas, la participation soit des coopératives, des associations et des bonnes volontés, avec une bonne dose, j'insiste toujours sur l'honnêteté, l'altruisme. Ce n'est pas un endroit où il faut aller encore puis chercher des intérêts particuliers ou individuels. Sinon, ça ne va pas marcher. On ne peut pas sortir du cadre des coopératives pour pouvoir espérer un développement de l'Afrique. Ce n'est pas possible. Je vais demander aux autorités de revisiter notre manière de travailler, notre développement africain, et ils vont découvrir que les coopératives sont un enjeu très important pour le développement de notre Burkina Faso. Seul, tu vas rapidement, et ensemble, tu vas plus loin. C'est dans la durée que ces résultats sont plus solides. La mobilisation citoyenne démontre ici quelle est la solution. Elle influence directement les réalités quotidiennes des populations, une démarche pour le bien-être et la sécurité de tous. C'est ça ce matin qu'on est sur la voie pour arranger, pour dégager la saleté, les sachets au bord du voie, pour qu'on puisse envoyer de la terre, pour que l'eau ne puisse pas rentrer dans le cou des voisins. C'est avec l'aide de l'association et puis avec les voisins aussi qui habitent à côté aussi qu'on s'est entendu pour qu'on puisse sortir ensemble pour créer une bonne voie, pour ne pas que la saison des pluies qui viennent là rentrer dans les coups des gens pour faire tomber les maisons. À Boissa, grâce à l'association et ses partenaires, l'éco-citoyenneté est en marche. Cette zone témoin représente un espoir d'avenir positif pour tous les non-lotis du Burkina et d'ailleurs. Les résultats des études et les bénéfices des travaux entrepris par YAM Solidarité nous amènent à repenser la ville autrement. Non pas comme des espaces aux dynamiques opposées,
mais comme des espaces aux dynamiques complémentaires, où s'enchevêtrent formalité et informalité. Cette nouvelle réalité permet d'entrevoir le développement d'un nouveau modèle alternatif, efficace, juxtaposable au modèle conventionnel qui s'en enrichit. YAM Solidarité, avec le soutien financier de la Fondation Abbé Pierre et le soutien technique de l'association Cratère, œuvre à l'amélioration de l'environnement avec et pour ses habitants, rendant progressivement cet environnement mieux structuré, plus sain, pour un avenir plus serein.